Bonjour et bienvenue au livre audio de Ni vous sans moi, ni moi sans vous de Daniel Mativa, narraté par le magnifique Hugo Vertion. Chapitre 1. La jeunesse de Tristan. C'était en des temps très anciens. À cette époque, le monde était couvert de forêts si épaisses que la lumière pouvait à peine y pénétrer. Dans ces forêts, il y avait des loups, des sangliers et encore quelques dragons, sans compter les créatures mystérieuses qui se cachaient sous terre et au fond des lacs. Les hommes, sales et vêtus de peau d'animaux, ressemblaient eux aussi à des bêtes. Les seuls qui se distinguaient vraiment de ces bandes affamées et sauvages appartenaient à la race noble et fière des chevaliers. Bardés de fer et montés sur leurs magnifiques destriers, ils chevauchaient, la lance levée, l'écu autour du cou, et arrivés sous les murs de leur château, ils sonnaient du corps pour qu'on leur ouvre. Ils étaient beaux et forts, et lorsqu'ils mettaient le pied à terre, après avoir ôté leur casque, ils levaient les yeux vers les autres tours où se tenaient leurs femmes, très belles également, avec leurs longues tresses et leurs robes de soie qui flottaient au vent. Les hommes faisaient la guerre, les femmes attendaient. Les hommes se battaient à grands coups d'épée ou de hache. Devant la cheminée, les femmes brodaient des tapisseries ou filaient leurs quenouilles en chantant et en pensant aux bébés qui grossissaient dans leur ventre. Et puis les hommes revenaient mourir chez eux, le corps criblé de flèches et leur cheval dégoulinant de sang. Et puis les femmes mouraient à leur tour en maudissant l'enfant qu'elles venaient de mettre au monde. C'est un peu de cette manière que commence mon histoire, une belle histoire d'amour et de mort. Vous plairait-il que je vous la conte? La voici. Il y a de cela des siècles et des siècles, le roi Marc de Cornouailles vit son pays ravagé par des hordes de guerriers féroces venus d'au-delà des mers, sur des navires aux proues recourbées à forme de têtes de monstres. Ces barbares brûlaient les villages, pillaient les autels des églises et hérissaient les campagnes depuis ornées de crânes. Le roi Marc leva donc une grande armée pour débarrasser sa terre de ses envahisseurs à la barbe rousse. Hélas, en ces temps tracasseux, bien peu répondirent à son appel. Parmi ceux-ci se trouvait Rivalène, un humble chevalier breton qui avait aussitôt quitté les côtes désolées de son Lounois et mis voile vers la Cornouaille. Le brave chevalier ne ménagea pas sa peine. Il fallait le voir au milieu de la mêlée piétonner l'ennemi et faire voler les têtes. On aurait dit que la mort en personne combattait à ses côtés, guidant sa main pour mieux faucher les armes. Toujours est-il que son épée et sa masse d'armes firent un tel massacre que les hommes du Nord, épouvantés, remontèrent sur leurs navires et prirent fuite à toute rame. Le roi Marc voulut récompenser dignement ce hardi combattant. Il lui donna donc ce qu'il avait de plus précieux, sa sœur, la princesse Blanchefleur. Le mariage eut lieu dans la chapelle du château de Tintagel, et toutes les cloches du pays annoncèrent l'heureuse nouvelle. On dit que jamais on ne vit l'union de plus parfaite. Rivalène aimait tant Blanchefleur qu'il passait des jours et des jours, la tête sur les genoux de sa tendre épouse. Et Blanchefleur aimait tant Rivalène qu'elle passait, elle aussi, des jours et des jours à caresser les cheveux de son époux. Quelques mois plus tard, les jeunes mariés quittèrent la cour du roi Marc et s'embarquèrent pour la province de Lounois. Blanchefleur était enceinte. Le voyage fut long et pénible. Océan déchaîné, chemin transformé en bourbier par la pluie. Lorsqu'ils arrivèrent au manoir de Carnoël, la belle était si épuisée qu'elle s'endormit aussitôt que son mari l'eut déposée sur son lit. À son éveil, elle chercha son bien-aimé. Il était parti à la chasse. Toute la journée, elle l'attendit. Au soir, il n'était pas revenu. Les servantes la rassurèrent. « Ne vous alarmez pas, madame. Le maître du traquier le serre trop loin. Il dit qu'il voulait vous ramener une pièce de gibier digne de vous.
La nuit, il l'aura surpris au milieu de la lande de Golven. Il aura demandé au comte Loïc, notre voisin, de l'héberger. Elle sera de retour demain. Recouchez-vous! La main sur son gros ventre, Blanchefleur attendit encore jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Quand le soleil se leva, il n'était toujours pas revenu. C'est alors que les douleurs de l'enfantement lui tordirent le bas du corps. « Courez chercher mon époux !» supplia-t-elle. Elle ne put en dire plus car la souffrance la faisait hurler à en perdre conscience. Un peu plus tard, lorsqu'elle reprit ses esprits, elle demanda de nouveau folle d'inquiétude. « Mon mari! Où est mon mari? Pourquoi tarde-t-il? » Méchine et sage-femme la forcèrent à se relonger. « Il arrive, madame, il arrive. Écoutez, on entend les abois de ses chiens et le cri perçant de son faucon. » Blanchefleur soupira. Ah, pauvre femme, elle pouvait bien se morfondre. Car ce qu'elle ignorait, la malheureuse, c'est qu'au cours de la chasse, son mari avait été grièvement blessé. Un énorme sanglier avait renversé son cheval et de ses terribles boutoirs acérés comme des poignards, il lui avait déchiré tout le corps. Accompagné par les hurlements de sa meute et aidé par ses veneurs, le brave chevalier, de peine et de misère, était remonté en selle et avait décidé de rentrer. À cette heure, elle s'en revenait, tenant ses entrailles dans ses mains, et la mort était déjà dans ses yeux. Blanchefleur, elle, tout en sueur, se roulait sur sa couche. Elle s'écria « Pourquoi mon cher époux ne vient-il pas? Et pourquoi ces sonneries de cloche? »« Il est de retour, madame. Donnez-lui le temps de se laver et de changer de vêtements, dirent les servantes. Quant aux cloches, elles annoncent le venu de votre enfant. » Mais ce que la belle ne savait point, c'est que son mari était mort en arrivant au château et qu'il gisait sur la table de la grande salle, les mains jointes sur son épée et 1000 cierges allumés autour de lui. Quand enfin l'enfant sortit d'entre ses cuisses et qu'elle sut que c'était un beau et robuste garçon, Blanchefleur, exténuée, murmura « Pourquoi mon mari n'est-il point ici avec son fils dans les bras? Et que veulent dire ces coups de marteau? » La servante qui avait le bébé répondit « Madame, ce sont les menuisiers qui montent l'estrade du banquet au cours duquel on doit fêter la naissance de votre enfant. » Mais ce que la belle ne savait point, c'est que les menuisiers qu'elle oyait étaient en train de clouer le cercueil du chevalier. Pourtant, à la fin, Blanchefleur commença à se douter qu'on ne lui disait pas la vérité, et lorsqu'elle entendit chanter en latin, elle rassembla ses dernières forces pour se lever et, chancelante, elle s'approcha de la fenêtre. Elle vit tout. Elle vit l'enfant de cœur qui portait la croix, le prêtre, les pleureuses en robe noire, les soldats à l'arbre, et derrière, le cheval de Rivalen, portant accroché à ses flancs l'écu blanc à 3 hermènes de lounois, et derrière encore, soutenu par 4 hommes d'armes, le cercueil sur lequel reposait l'épée et l'aume de Rivalen. Alors, elle sut tout. Elle poussa un long cri et s'affaissa sur le sol. À partir de cet instant, plus un mot sur la bouche. Elle ne versa pas une larme et resta étendue, immobile, en souhaitant que la mort vienne la chercher au plus vite. Elle resta ainsi pendant 3 jours, sourde aux pleurs de son enfant affamé qu'elle lui refusait le sein. Au soir de la 3e journée, quand elle sentit que la mort avait enfin accepté de venir la prendre, elle se tourna vers le prêtre qui priait à son chevet et murmura « Allez chercher mon fils. » On lui amena l'enfançon, émailloté serré, son petit béguin sur la tête. Elle le serra contre elle et le berça doucement, comme si, au dernier moment, elle eût regretté de devoir l'abandonner pour toujours. « Tu es si mignon, mon bel ange. Quel dommage. Mais je suis trop triste pour vivre plus longtemps, et te voir me rend encore plus triste encore. C'est pour cette raison que tu t'appelleras Tristan. » Ensuite, elle l'embrassa, puis elle mourut. Le temps passa. Après la mort de Rivalen et de Blanchefleur, 7 ans de guerre interrompue ravagèrent le Lounois.
Le château de Carnoël fut incendié et ses défenseurs furent tous passés au fil de l'épée, à l'exception d'un vieil écuyer du nom de Gorneval, qui parvint à s'enfuir à cheval avec le jeune Tristan en croupe. Ils chevauchèrent longtemps jusqu'au mont d'Ari, et de là jusqu'à la forêt de Huilgoth, où ils trouvent refuge dans une cabane abandonnée construite autour d'un antique dolmen. Dolmen. Ils y restèrent 7 autres années, et le fidèle Gorneval éleva Tristan comme son propre fils. Il en fit un parfait chevalier. Elle lui apprit à monter à cheval et à faire corps avec sa monture comme un véritable centaure. Elle lui apprit à jouer en frappant en plein galop un mannequin fixe à un poteau mobile. Il lui apprit à manier l'épée et à se couvrir de l'écu. Elle lui apprit à attraper un cerf à la course et à dresser les faucons. Elle lui apprit même à composer des chansons à la matière bretonne, à jouer de l'harpe et de la rotte et à imiter le chant des oiseaux. Elle lui apprit surtout à détester le mensonge et à protéger les faibles, comme il convint à un futur chevalier qui craint Dieu et ne dégaine que pour une cause juste. À 15 ans, Tristan devint donc à la fois un guerrier redoutable et un charmant jouvenceau, très grand et de fortes membratures comme son père, les chevaux bouclés, les épaules larges. On aurait dit l'archange Saint-Michel ayant pris forme humaine. Pourtant, Gorneval était inquiet. Ce qui le tourmentait, c'était cette tristesse qu'il disait parfois dans les yeux bleus de Tristan. Cette insondable tristesse qui poussait le fils de la regrettée Blanchefleur à errer sur la lande ou à gagner la côte où il passait des heures assis sur les rochers, à regarder la mer et à écouter les cris de mort des goélands. C'est là qu'un jour se sentait vieux et malade. Gorneval apprit à son jeune protégé le secret de la naissance, ajoutant, le doigt pointé sur l'horizon. « Beau-fils, quand j'aurai rendu mon gain et mon épée à Dieu, quitte ce pays maudit et va là-bas, à Cornouailles. Le roi Marc, ton oncle, est un souverain généreux. Il prendra soin de toi, car il n'a lui-même ni femme ni enfant. Tiens, ceci te revient. » Tristan regardait le petit objet brillant que Gorneval venait de lui glisser dans le creux de sa main. « Ce fermail appartenu à ta noble mère, dit l'écuyer. Garde-le précieusement. Il est la preuve de ta lignée royale. Laisse-moi maintenant, et que Dieu te garde en santé et joie. » À peu de temps de là, Gorneval s'éteint, et Tristan, après une brève prière sur la tombée de son vieux maître et un court pèlerinage aux ruines de Carnoël, s'embarqua pour le royaume du roi Marc. Royaume qu'il faillit ne jamais atteindre, car, en coup du cap Lizarde, la lourde nef qui le transportait se brisa en deux sur les récifs, et nul doute qu'il ne serait noyé comme le reste de l'équipage s'il n'avait pas été un bon nageur. Des heures durant, il lutta dans l'eau glacée qui bouillonnait et se fracassait sur les falaises. Mais, heureusement, une vague plus forte que les autres le poussa jusqu'à une plage sur laquelle il s'échoua, épuisé, le visage dans le sable. 2 chevaliers qui galopaient dans les dunes l'aperçurent. Ils mirent pied à terre et s'approchèrent. L'un d'eux, de la pointe de sa chausse de fer, retourna Tristan qui gémit faiblement. L'autre remarqua que le naufragé avait les mains fines et que, non loin, parmi les épaves rejetées par l'océan, se trouvait une harpe. « Ce n'est qu'un simple meneur, un jeune ménestrel, sans doute. Menons-le à notre roi, conclut-il. » Se disant, ils accrochèrent l'instrument à l'arçon d'une de leurs montures et lissèrent Tristan en travers de la selle de l'autre palefroid. Puis ils reprirent leur route au petit trou. Au bout de quelque temps, Tristan reprit connaissance. Il remercia ses sauveteurs et leur demanda « Ce sont les terres du roi Marc? »« Oui, nous sommes de sa maison. Et toi, l'étranger, qui es-tu? » Prudent,
Tristan préfère dissimuler sa véritable identité. Mon nom est Antris, et je suis fils d'un marchand. Le plus vieux des deux chevaliers se gaussa. Ben, c'est ce que tu dis. Moi, je suis le roi d'Arabie, et mon compagnon, que voici, le pape de Rome, en personne. Un craquement dans les buissons interrompit le rire, les plaisanteries des deux hommes, et tout à coup, un magnifique cerf de 10 corps, au moins, traversa le chemin d'un seul bond. Le plus jeune des chevaliers saisit vivement son arc et visa l'animal. La flèche rata sa cible et alla se ficher dans un arbre. Manqué, peste à l'archer. Avisa un autre arc et un carquois suspendu au chevalier près de lui. Tristan s'empara de l'arme et la banda avec force. Le trait s'enfonça droit dans le garrot de la bête, qui plia les genoux et bascula sur le côté. « Joli coup !» s'écrièrent les deux chevaliers qui, couteau de chasse au poing, entreprirent aussitôt de dépecer l'animal. Intrigué, Tristan les regardait faire, et, à la vue de la boucherie qu'ils étaient en train de commettre, il ne put s'empêcher d'intervenir une seconde fois. Intrigué, Tristan les regardait faire, et, à la vue de la boucherie qu'ils étaient en train de commettre, il ne put s'empêcher d'intervenir une seconde fois. Ce n'est pas ainsi qu'on apprête le gibier noble dans notre pays. Les deux chevaliers barbouillés de sang lui tendirent un coutelas et lui proposèrent avec un brin de moquerie dans la voix. « Eh bien, l'ami, montre-nous !» Tristan prit le couteau et, à geste précis, il vida le cerf, l'écorcha, le débuta en quartier, préleva avec soin les morceaux de choix, c'est-à-dire le mufle, la langue et les organes mâles, et pour finir, il en détacha les bois magnifiques. Les deux chevaliers s'exclamèrent ensemble. « Décidément, tu en sais des choses pour un simple fils de boutiquier. » La petite troupe continua son chemin, et Tristan, qui était monté en croupe de chevalier de tête, ne tarda pas à remarquer que, de plus en plus souvent, les chevaux se mettaient à piaffer d'impatience et à hennir, comme s'ils sentaient une odeur familière. Arrivé au sommet d'une colline couverte d'ajoncs, le chevalier auquel était agrippé Tristan se dressa tout à coup sur ses étriers et lança joyeusement « Tintagel !» À son tour, Tristan s'haussa de son mieux et put admirer lui aussi la ville du roi Marc qui se profilait au loin avec son port animé et, dressé sur un promontoire, son imposant château à triple enceinte avec son fier donjon carré au sommet duquel flottait l'oriflamme au lion d'or de la Cornouaille. Le second chevalier prit son olifant et soufflant dedans à plein poumon des remparts de la forteresse parvint un mugissement presque identique. Lorsqu'ils arrivèrent sous les murs de granit du château, le pont-levis était déjà baissé. Et c'est ainsi que le fils de Rivalène et de Blanchefleur entra dans la demeure de son oncle, le roi Marc. Le soir même, Tristan fut déçu par le roi. Toute la cour était rassemblée dans la salle du trône, ornée de riches tapisseries, de trophées de chasse, d'écus et de lances éclairées par une centaine de torches. Tristan, ébloui par tant de luxe et un peu honteux d'être accoutré comme un rustre, n'osait pas bouger. Le roi Marc, qui buvait en compagnie de hauts seigneurs, posa sa coupe d'or et lui fit signe d'approcher. Tristan salua le souverain en croisant ses deux bras sur sa poitrine et en s'inclinant légèrement, comme le lui avait appris Gorneval. « Ainsi, dit le roi Marc, c'est toi le fils d'un marchand qui sait jouer de l'harpe, tire mieux que mon connétable, et en remontrait à mon grand veneur pour ce qui est de la manière d'apprêter une carcasse de cerf. Dis-moi, où viens-tu? De France. Tu n'es pas irlandais, j'espère. Je suis breton, sire, et je suis né en Lounois, de l'autre côté de la mer. » À ces mots, le roi quitta sur le champ, son air soupçonneux et un sourire un peu amer se dessinant dans sa barbe grisonnante. Il agita la main, comme pour chasser un mauvais souvenir.
Les Lunois, quelqu'un qui m'est très cher est parti un jour pour se payer du bout du monde. Et sais-tu, mon enfant, que lorsque je te regarde, je trouve que tu lui ressembles. Un court instant, Tristan fut tenté d'avouer à son oncle que cette ressemblance n'était pas le fruit du hasard. Mais elle se ravisa en se souvenant les conseils du sage Gourneval. L'homme intelligent donne toujours du temps en temps. Le remarque, voyant que Tristan gardait le silence, changeait de sujet de conversation. On me dit que tu es un bon musicien, c'est vrai? Tristan accusa. Alors, joue pour moi. Le roi fit signe à un de ses gardes, qui revint avec la harpe trouvée sur la plage. Tristan prit l'instrument. L'accorda sans se presser, puis, assis au pied du roi, il commença à caresser les cordes au bout des doigts. Aussitôt, comme par enchantement, un grand silence se fit, et lorsqu'il se mit à chanter, des larmes montèrent aux yeux de presque tous ceux qui étaient présents. Il chanta des laits très anciens, où il était question de reines mortes de chagrin et de chevaliers tués au combat, dont les ombres partaient au soleil, couchant vers les îles bienheureuses, où l'on festoyait sans fin sous des arbres éternellement en fleurs. La musique était si belle et la voix si douce, que le roi Marc, bouleversé, se leva de son trône et serrait Tristan sa poitrine en exclamant « Béni soit celui qui t'a appris à jouer ainsi! Béni soit Dieu qui t'a donné un tel don! Ta musique rouvre à moi de vieilles plaies et en même temps elle me caresse l'âme! Belle inconnue, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu restes auprès de moi et que tu me serves! » Et c'est ainsi que Tristan devint pour le roi Marc comme un vrai fils. Et c'est ainsi que jour après jour, il ne quitta plus le roi. Chanta pour lui, mais aussi joua aux échecs avec lui, l'accompagna à la chasse, le faucon point, et même coucha dans sa chambre au pied de son lit. Cela, évidemment, ne fut pas que des heureux. Et plusieurs seigneurs jaloux commencèrent à lui jeter des coups d'œil mauvais. Fin du chapitre 1.